Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 12 janvier. On ouvre ce journal avec une opération commerciale originale pour lancer les soldes. Venir en sous-vêtements et repartir habillé, c'est ce qu'a proposé mercredi une enseigne de prêt-à-porter espagnole. Lucie Camin et Benoît Jacquelin étaient à l'ouverture de la boutique. Certains sont là depuis la veille au soir, d'autres depuis 4 heures du matin, malgré les 5 degrés affichés au thermomètre. Mais le prix à payer, venir en sous-vêtements, ne les a pas effrayés. Un coup marketing fort qui marque le début des soldes d'hiver. Mais alors jusqu'où les grandes marques sont-elles prêtes à aller pour vendre plus? L'enseigne justifie une opération en accord avec l'image de la célèbre marque espagnole. Un succès rencontré aussi par ces temps de crise. On peut repartir avec l'équivalent jusqu'à 500 € de vêtements, donc c'est quand même une vraie opportunité. Et on a des habitués, on a des gens qui reviennent. À Madrid, on l'a fait plusieurs fois, on a chaque année des gens qui reviennent et qui reviennent de plus en plus tôt faire la queue 22 heures avant pour être dans les premiers pour participer à cet événement. Pourtant, l'opération coup de poing n'a pas fait que des heureux. Pour la plupart, ils n'étaient pas des clients réguliers de la marque. Les soldes en sous-vêtements, pas toujours faciles. Le listing des 100 personnes avait été préétabli la veille au soir. Certains repartiront bredouilles malgré l'attente de plusieurs heures. Il y en a qui ont dormi la veille, qui n'ont pas eu de place. Il y en a par exemple qui étaient sur les listes, qui sont partis et qui sont revenus en prétendant qu'ils étaient sur les listes et qu'ils étaient là depuis la veille. Il y en a qui sont arrivés à 7 h du matin alors que les autres étaient arrivés beaucoup plus tôt, qui ont eu quand même une place. Paris réussi pour ce buzz réalisé pour la première fois en France. L'enseigne a peaufiné son opération entrée en vêtements, sortez habillés. La fréquentation était plutôt pauvre du côté des enseignes voisines. Pour l'heure, la direction se veut rassurante et certifie qu'il ne s'agit pas de voyeurisme. Il y a quelques années en Espagne, les clients devaient venir totalement nus. Le prix à payer, sûrement un bon rhume. Et les soldes d'hiver, ce sont 5 semaines de bonnes affaires. Si les clients sont nombreux à se précipiter dans les grands magasins, qu'en est-il du côté des petits créateurs? Claire Porcher et Marie Aubazac sont allées à leur rencontre dans le quartier de la Croix-Rousse. Les soldes, c'est l'occasion pour les créateurs de faire gonfler leurs bénéfices d'environ 25% et pouvoir en partie financer la production de leur nouvelle collection. Sans dépasser les 30% de réduction, Johanna arrive à tripler son chiffre d'affaires, mais ce n'est pas le seul avantage. C'est plus dans le fait de toucher une clientèle plus large, mais il n'y a pas vraiment une différence de prix, quoi. Faut faire des soldes parce que tout le monde en fait, donc on va pas ne pas solder ses collections précédentes, sachant que moi je trouve que c'est le jeu. Toucher un public plus large, c'est le but des créateurs pendant les soldes. Si les grandes enseignes misent tout sur le déstockage, pour fidéliser le client, les créateurs, eux, comptent sur la création de pièces uniques. Les créations, elles sont quand même un peu plus chères comme c'est des pièces uniques. Et donc c'est vrai que ça peut présenter un frein aux clients. Et du coup, faire des réductions, le client vient plus facilement. Avec peu de stock et un coût de revient plus important, les remises des pièces de créateurs ne sont pas dégressifs et restent inférieures à celles des grandes enseignes. Et si tous les créateurs jouent le jeu des soldes, c'est parfois à contre-cœur. En tant que petit créateur, on brade déjà nos prix à la base, par rapport au temps de travail et à l'achat du matériel. Du coup, de brader encore, de faire des soldes sur ces produits-là, parfois c'est pas intéressant, on y perd trop en fait. Les gens vont venir ici pour rechercher des cadeaux de Noël ou des cadeaux d'anniversaire ou pour l'été, mais que sinon on se dirige, en tout cas moi, j'irai volontairement pendant les soldes vers des grandes enseignes pour acheter des habits ou des choses que j'ai pas et pas vers des petits créateurs. Et il semble que les Lyonnais partagent le même avis. Dans les rues des créateurs, peu de passants. Pourtant, rue de la République, les clients sont bien là. Les grandes enseignes devraient réaliser 30 à 40% de leur chiffre d'affaires. Sans transition politique maintenant, Dominique Perben a annoncé qu'il ne se représenterait pas aux élections législatives de juin 2012. Le député UMP du Rhône détient son siège dans la 4e circonscription de Lyon depuis 30 ans. À 66 ans, le Lyonnais, qui a passé 9 ans au gouvernement à des postes successifs tels que ministre de la Justice, veut se consacrer à son nouveau métier, avocat au barreau de Paris. Claire Porcher et Casey Weishaupt l'ont rencontré. Il revient pour nous sur sa vie politique, sans regret ni amertume. Nostalgique, non. J'ai eu beaucoup de chance dans la vie professionnelle. Je ne me suis jamais ennuyé. Et au fond, dans ma motivation aujourd'hui, il y a peut-être la crainte que l'ennui puisse venir en persistant au-delà du nécessaire dans la vie politique exclusive, dans la vie d'élu. Et donc pour moi, ce changement, c'est aussi une façon de rebondir et
et dans un nouveau métier. C'est aussi une façon de retrouver peut-être davantage d'enthousiasme. On ne tourne pas le dos à 30 ans de sa vie aussi facilement que ça. Et donc je reste bien sûr un homme engagé en politique, même si demain je n'aurai plus de mandat électif. D'ici au mois d'avril-mai, je soutiendrai la candidature de Nicolas Sarkozy. Je participerai à sa campagne, en particulier dans les départements et territoires d'outre-mer, où j'ai gardé beaucoup de relations, de réseaux et un peu d'influence. Et puis, au-delà de ces échéances du printemps prochain, je resterai bien sûr fidèle à l'UMP. Peut-être de ne pas avoir pu réaliser tout ce que je pouvais avoir en tête, en particulier ici à Lyon, j'aurais aimé être maire de la ville, non pas pour m'installer dans un fauteuil, comme vous le comprenez, c'est pas trop mon genre de m'installer dans un fauteuil, mais parce que j'avais des projets en tête, j'avais envie de choses pour cette ville. Comme je dis souvent, l'endroit où on est né, on n'y peut rien, il est là, moi c'est Lyon, et ça fait partie de mes chromosomes en quelque sorte. Donc Lyon restera toujours Lyon pour moi, et quelle que soit ma vie professionnelle, quel que soit le lieu où je passe le plus de temps, Lyon restera toujours ma ville. Le reste de l'actualité politique et sociale, en bref, avec Paul Savoie et Casey Weishop. La communauté urbaine de Lyon a débloqué une aide de 70 000 € à Véninov lundi dernier afin d'aider au maintien en l'état de l'usine. Donc on a une grosse enveloppe qui va servir justement à démarrer le gaz. Une réouverture, c'est un coût. 32 500 € exactement. Le reste de l'enveloppe doit permettre de tenir 3 mois de chauffage. Sans cette aide, le gel hivernal aurait pu geler l'eau contenue dans les machines, ce qui les aurait détériorées, portant un coup fatal aux tentatives de reprise de l'usine. Le projet de réhabilitation de la caserne Sergent-Blandan en parc de 17 hectares dans le 7e arrondissement de Lyon prend du plomb dans l'aile. Diego Romero Ortega, architecte paysagiste équatorien de 29 ans, risque l'expulsion alors qu'il est le chef de projet. Installé en France depuis 10 ans pour ses études, ses ennuis ont débuté lors de sa demande de régularisation. L'architecte-ingénieur a demandé à passer du statut étudiant à celui de salarié, une demande rejetée par la préfecture. On quitte la France pour se tourner vers la politique internationale. Il y a un an, les révolutions arabes renversaient successivement les régimes de Ben Ali en Tunisie et de Moubarak en Égypte. Le journaliste franco-libanais Antoine Sfer était présent mardi soir à l'Institut des médias de Lyon pour échanger avec des étudiants sur ce sujet. Un reportage de Clément Delcourt et Zora Ben Miloud. Le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi s'immolait par le feu pour manifester son désespoir. Quelques mois plus tard, son geste a secoué les plus anciennes dictatures du monde arabe. Les jeunes sont toujours au centre de ces révolutions qui ne sont pas terminées. C'est fondamental pour les étudiants, dans la mesure où vous êtes aujourd'hui exactement la génération qui a fait les révolutions arabes. Vous êtes la génération qui risque de se faire confisquer ces révolutions. Entre les frères musulmans et l'armée, vous êtes pris en sandwich. Et si les Égyptiens, les jeunes, sont redescendus dans la rue, c'est pour leur dire « Eh oh, nous sommes là, nous aussi, c'est nous qui avons lancé le mouvement ». De nombreux journalistes et près de 250 étudiants de l'UPI étaient présents pour l'occasion. Le rôle des jeunes dans ces révolutions, l'ingérence des pays étrangers et leurs relations officieuses étaient les principaux sujets abordés lors de la conférence. Et je crois que c'est fondamental parce que, quelque part, vous avez une responsabilité. Tout d'abord, celle de connaître, celle de savoir et celle également d'accompagner. À moins que vous n'oubliez que l'histoire se fasse sans vous. Avec Fukushima, les révoltes dans le monde arabe restent les plus gros événements qui ont marqué l'année 2011. Il est donc indispensable pour les étudiants de les analyser et de les comprendre. Ça nous permet d'avoir des apports de connaissances sur l'actualité, sur la géopolitique des pays du Proche et Moyen-Orient, qui est indispensable dans la compréhension du monde actuel et notamment dans nos projets de vie future qui seront sûrement à l'étranger. Une conférence qui n'est qu'un premier bilan puisque les révolutions arabes ne sont pas achevées. Les étudiants repartent néanmoins plus à même de décrypter les événements actuels. On continue avec un sujet plus léger, c'est la tendance du moment, les bars à sourire. Ils fleurissent un peu partout en France, Lyon en compte une dizaine. Il vous en coûtera entre 29 et 150 € pour un blanchiment express des dents. Des prix bien inférieurs à ceux proposés chez les dentistes, mais qui provoquent leur grogne. Cette intervention cosmétique ne serait pas sans risque. Un reportage de Colline Benaboura et Mélodie Schwertz.
Un sourire de star accessible à tous, c'est la promesse des bars à sourire. Comptez en moyenne 79 € pour 6 mois de blancheur, un soin cosmétique qui séduit de plus en plus. Je vous laisse regarder ? Oui, ça me paraît bien. Évaluation de la couleur des dents, puis pose d'un gel. 20 minutes d'exposition à la lumière pulsée suffisent alors pour gagner en blancheur. Une prestation a priori sans risque. C'est un soin sans peroxyde, donc qui n'est pas abrasif pour les mailles ni pour les gencives. On n'est pas médecin, c'est plutôt un soin cosmétique qui reste dans l'esthétique, tout ça. Dans un cabinet dentaire, la prestation du blanchiment des dents va être vraiment plus intense vu qu'ils utilisent vraiment des produits assez forts. Et nous, on va utiliser du perborate de sodium. Un business florissant, 5 à 6 fois moins cher que chez le dentiste, qui provoque la grogne des professionnels. Les bars à sourire, c'est un petit peu un grand n'importe quoi qui est en train de s'instaurer, parce qu'en fait, n'importe qui peut ouvrir un bar à sourire, il n'y a aucun diplôme requis. Et de surcroît, les produits qui sont utilisés, pour l'instant, sont assez mystérieux. Il n'y a pas beaucoup d'explications sur le contenu des produits. Donc, entre une formation très aléatoire et des produits incertains, c'est vrai que ça crée un vrai danger. La beauté à tout prix est donc désormais une affaire de santé publique. Pas de souci de dents blanches pour le patineur de Lyon. La statue en métal de César installée à 2 pas de l'Opéra a bien d'autres ennuis ces dernières années. Retour sur l'histoire méconnue d'une célèbre statue avec Élisane et Lauriane Rial. Elle est enfin lyonnaise. La statue de l'homme de la liberté est connue aussi sous le nom du patineur. Il aura fallu 20 ans pour que l'œuvre de César Baldaccini ne soit plus menacée de déménager. Après 2 rachats par des sociétés privées, elle a bien failli déraper. Son dernier propriétaire, la chaîne thermale du Soleil, voulait la déplacer. L'association Sauvegarde et Embellissement de Lyon ne l'entendait pas de cette oreille. Ça a été une très longue procédure qui a commencé en 1999 devant le tribunal, devant les référés, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, ensuite devant la cour d'appel de Lyon où nos adversaires nous avaient envoyés. Ensuite, nous sommes allés devant le tribunal de grande instance de Lyon, qui nous a renvoyés au tribunal de grande instance de Paris, Paris étant le lieu du siège de la chaîne thermale du Soleil qui avait acheté cette statue aux enchères. Le propriétaire, voyant le patineur lui filer entre les doigts, l'a remis en vente. La fondation Bulukian l'a acquis pour 500 000 € et va en faire don à la mairie. La statue reste, la ville ne dépense pas d'argent, les entreprises qui ont versé des sommes à la fondation Bulukian vont pouvoir défiscaliser partiellement. Et pour les Lyonnais, je pense que c'est une affaire qui a été non pas rondement menée, mais qui se finit agréablement. L'homme de la liberté, César l'avait prédestiné à la place Tolosan. Après un chemin semé d'embûches, le patineur peut finalement continuer à parader au milieu de ses contemporains. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, très bonne journée à toutes et à tous.